Bonsoir, les départementales 2021, c'est maintenant direction l'Ariège. Et pour animer ce débat, un journaliste qui parcourt tous les jours le Couserans et le Plantorel, Geoffrey Berck du bureau de France 3 à Foix. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Effectivement, 4 invités pour ce débat concernant l'Ariège aujourd'hui. Et pour effectuer la présentation, nous allons procéder par ordre alphabétique. Nous allons donc commencer avec vous, Fabien Collin. Vous représentez la liste Ariège Populaire qui regroupe des candidats de la France Insoumise et ses alliés. Vous vous présentez dans le canton Ariège-Lèze et vous aurez face à vous le Parti communiste, la liste socialiste Ariège Avenir Commun et la liste ADN Ariège. Jérôme Mathéos, bonsoir. Vous représentez la liste ADN Ariège, un collectif citoyen créé à l'occasion de cette élection. Vous êtes animateur local La République En Marche. Vous êtes candidat dans le canton de Foix. Face à vous, 3 binômes, la liste vraiment à gauche, vraiment écolo, mais aussi la liste Ariège Avenir Commun et la liste Ariège Populaire. Et enfin, Christine Tecky, bonsoir, vous êtes la présidente sortante du conseil départemental. Vous menez la liste Ariège Avenir Commun, la majorité sortante, composée de candidats du Parti socialiste, mais aussi du Parti radical de gauche. Vous représentez dans le canton Couserans-Est et vous aurez face à vous la liste Ariège Populaire, le Parti communiste et la liste ADN Ariège. Voilà pour le casting. Et maintenant, un état des lieux rapide en chiffres. On regarde. Le département de l'Ariège compte 13 cantons. On élit un binôme homme-femme. Il y a 26 élus au conseil départemental. L'Ariège, c'est 152 340 habitants, avec une préfecture, la ville de Foix, et 2 sous-préfectures, Pamiers et Saint-Giron. Le budget de la collectivité est de 272 millions d'euros et le taux de chômage est de 9,8% dans l'Ariège. Petit détail à droite de votre écran, en QR code, il renvoie vers le site internet de France 3. Voilà, maintenant qu'on a posé le cadre, nous pouvons maintenant ouvrir le débat. Avec une première question très simple sur les raisons de votre candidature à cette élection. Alors, petite précision, un tirage au sort a été effectué pour désigner l'ordre de passage. Et c'est vous, Jérôme Mathéos, qui avez été désigné pour répondre en premier. Alors, pour rappel, votre mouvement ADN Ariège vient tout juste de naître à l'occasion de cette élection. Je crois même que vous ne connaissiez même pas certains de vos colistiers il y a quelques semaines. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ADN Ariège et qui sont ses candidats ? Donc, ADN Ariège, c'est un collectif de citoyens qui vient de tous horizons, tous bords. Il y en a qui sont encartés, d'autres qui ne le sont pas. Des hommes, des femmes qui ont décidé de se retrousser les manches pour faire aller l'Ariège dans le bon sens, vers l'avenir. Et donc, on s'est rassemblés, on a discuté pendant 3-4 mois. On a fait des groupes de travail thématiques. On est arrivé à un programme de 85 propositions que vous pouvez consulter sur www.adnariège.fr. Vous avez des responsabilités au sein d'En Marche. Est-ce que ça veut dire que quand même votre liste elle a une connotation, une coloration proche de la majorité présidentielle ? Pas du tout. Sur les 20 candidats qui se présentent sous l'étiquette ADN Ariège, quand je dis 20 candidats, c'est 5 x 4, sont des présents dans 5 cantons. La Rize-Lèze, le canton de Foix, le Val d'Ariège, Couserans-Ouest et Couserans-Est. Et bien, sur les 20 candidats qui se présentent, il y a 3 marcheurs. 3 sur 20, j'appelle pas ça, moi, un mouvement de la majorité présidentielle. Et parmi les 17 autres candidats, il y a des antimacronistes, il y a des gens qui sont syndiqués. J'entends un rire du côté de Christine Tecky, qui n'a pas l'air convaincue, visiblement. Non, mais je laisse dérouler la présentation, je ne voudrais pas couper. Et donc, parce qu'en fait, on a décidé que on n'a pas du tout une vision partisane des choses. Nous, notre parti, c'est l'Ariège. D'où le nom d'ADN Ariège, tout simplement. Donc, Fabien Collin, par contre, pour vous, pas de doute, hein ? LFI ? Non, on assume. Nous, on a eu ce débat entre nous, puisque l'objectif d'Ariège Populaire, ça s'inscrit dans cette réflexion concernant le climat actuel du pays, avec une montée de l'abstention, le rejet du politique et de l'autorité. C'est grave ce qui se passe en ce moment. Et ce qui a motivé les gens, c'est avant tout l'idée que peut-être qu'une manière de ramener les gens tranquillement, sereinement vers la politique, c'est de leur proposer et leur donner les moyens de participer eux-mêmes à l'action politique. Donc effectivement, on ne s'est pas caché parce qu'on a eu le débat, mais étant donné que la colonne vertébrale d'Ariège Populaire et ceux qui ont initié la démarche
sont effectivement des militants de la France Insoumise en Ariège. Donc pas que des mélenchonistes, mais la colonne vertébrale, on elle est LFI. on a aussi des gens qui veulent garder leur indépendance. Ça crée d'ailleurs des échanges intéressants parfois entre nous. Mais je crois que c'était important de pas non plus tromper les gens et des gilets jaunes, je crois. On a des gilets Comment jaunes. vous avez recruté? Comment sont-ils arrivés sur votre liste? La démarche, ça a été une démarche de territoire. C'est-à-dire que c'est pas centralisé. Il y a des groupes locaux. On a lancé un appel en septembre, puisque nous, on y travaille déjà depuis le mois de juin. On a lancé un appel en septembre pour une fédération populaire. Ça concerne toute l'Occitanie, d'ailleurs. Nous, on l'a décliné en Ariège, en allant chercher, effectivement, en motivant nos militants locaux, en leur disant essayez de voir autour de vous, parmi les gens qui sont engagés sur le terrain, dans les luttes sociales, écologiques, qui est-ce que ça pourrait intéresser de participer à ça. Et les candidats, c'est Christine Tecky ou c'est plutôt Jérôme Mathéos? Mon adversaire, c'est il y a une hésitation quand même. Mon adversaire, c'est tout ce qui va pas dans le sens de ce que je vous dis, c'est-à-dire d'essayer de réconcilier les gens avec la politique, de remettre un peu, de revigorer notre démocratie. Et donc, mon adversaire, c'est ça. Et tous ceux qui méprisent les gens et qui font pas, voilà. Et pour nous, l'objectif, c'est de revenir vers des façons de faire qui soient plus humanistes, qui prennent vraiment en compte la dimension écologique. Et c'est ça qui est important pour nous. Pour en finir, peut-être avec cette partie présentation, oui, Christine Tecky. Oui, mais écoutez, nous, on ne va pas se cacher derrière un nom de liste, puisque c'est Ariège, notre avenir commun. Parce qu'il y avait une petite erreur au démarrage, je le redis, avec pour nous le PS, le PRG et la société civile regroupés dans cette liste, avec une ligne fondatrice qui pour nous est très importante, socialement juste, démocratiquement acceptable et territorialement différenciée. C'est comme ça qu'on a mené nos politiques jusqu'à maintenant. Ça fait un peu techno quand même qu'on formule. Non, c'est pas techno, non. Parce que je trouve que ça exprime bien ce que ça veut dire, socialement juste. Je pense que tout le monde comprend. Le fait qu'on puisse déployer des politiques sur des territoires de façon différenciée et aussi que la population les accepte et que ce ne soit pas une politique punitive, mais bien concertée. Et ça, donc, je pense que ces trois termes, pour nous, sont vraiment la ligne qu'on tiendra entre tous les gens qui nous ont rejoints dans cette liste. Vous avez l'expérience du pouvoir départemental. Est-ce que ce n'est pas compliqué de donner envie de voter et de faire de la politique dans une institution qui est globalement, je caricature à peine, une sorte de guichet administratif? Ce que vous faites, c'est compétences obligatoires décidées par la loi. Non, c'est pas compliqué de donner un supplément d'âme? On est tout sauf un guichet administratif. Moi, je rappelle qu'on est la seule liste à avoir un bilan. Et vous savez ce que c'est un bilan? Ça veut dire des promesses tenues. Ça, c'est essentiel pour nous. Ça veut dire ça a été tenu en 2015 et ça sera tenu en 2021. Nous, on n'est pas des vendeurs de rêves ni des vendeurs d'illusions. Et puis, on est une liste qui a connu d'énormes réformes. Et pendant ces réformes, on a su réformer. Et on a vécu une crise, et pendant cette crise, on a su agir et réagir pour être aux côtés de qui? Des Ariégeois. Alors, c'est une campagne très particulière. Mercredi, on va continuer à déconfiner. On est en pleine période Covid. Comment est-ce que vous vivez cette campagne hors norme? Est-ce que cette campagne hors norme ne risque-t-elle pas d'être hors sol? Comment on fait campagne? On n'est pas les plus à plaindre. Je veux dire, d'abord, la crise du Covid, elle a d'abord frappé toute une population. C'est assez terrible, les conséquences socio-économiques de ce qui se passe depuis plus d'un an maintenant dans notre pays. Donc, je pense que... Nous, finalement, ça a compliqué un peu les choses. Il y a eu le report des élections. Alors, pour certaines personnes qui avaient le souhait de s'engager, par exemple, qui avaient des obligations professionnelles, ils se retrouvent embêtés. On a des agriculteurs. Là, c'est le moment où c'est le plein boom de l'agriculture, les maraîchers et compagnie. Donc, pour eux, c'est un peu compliqué là, de mener campagne. C'était compliqué de trouver des candidats, de monter les listes, c'était difficile. Parce qu'on peut le rappeler, en dehors de la majorité sortante, vous êtes la seule liste à présenter un binôme dans tous les cantons. Ça a été compliqué de trouver des... Je vous remercie de le rappeler. J'aurais pas manqué de le dire. Mais non, alors après, moi, je prône l'honnêteté, donc il y a des cantons où ça s'est fait tout de suite, parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient motivés. Dès le mois de décembre, il y avait des gens qui étaient prêts, qui avaient déjà réfléchi. Et puis il y a d'autres cantons où il a fallu attendre février ou mars pour avoir des personnes qui ressortaient comme candidats. Mais encore une fois, par rapport au Covid, puisque c'est le sujet, nous, on s'est adapté. Les gens ont envie d'échanger. Là, on sort de la période des confinements successifs. Donc finalement, on mène une campagne de terrain qui est très sympa, parce que les gens, ils ont envie de parler. Et
donc c'est bien. Jérôme Mathéos, vous craignez l'abstention? Vous craignez qu'il y ait une difficulté? On va rappeler que pour le scrutin des départementales, il faut, pour être élu dès le premier tour, atteindre les 25% des inscrits et 12,5% des inscrits au second tour pour se maintenir. Est-ce que ça va pas être compliqué, cette campagne, avec des électeurs qui iront à la pêche ou se promener plutôt que dans l'isoloir? Ben nous, on privilégie une campagne de terrain, parce que de toute façon, on ne fait pas de réunion publique, parce que c'est compliqué au niveau des contraintes sanitaires, même si à partir de mercredi, on peut un peu plus élargir les jauges. On va voir les gens chez eux, ils sont contents de nous voir, ils nous disent des choses, parce que voilà, nous, on n'a pas pu présenter autant de candidats qu'on aurait voulu, parce qu'il faut dire les choses, le Parti socialiste, ça fait longtemps qu'il gouverne l'Ariège. Hein, ça fait au moins 70 ans, voire très plus. bien, c'est pour ça qu'il y a encore. Ah non, mais là-dessus, c'est pas un souci, mais je pense que pour Merci. la bonne respiration démocratique de l'Ariège, à un moment donné, il faut une alternance. Et vous allez me dire, oui, vous n'êtes que 5, vous êtes présent dans 5 cantons, mais il y a aussi 7 cantons où il y a des candidats indépendants, dont nous sommes très proches, que j'ai contactés avant le débat, qui d'ailleurs ont un peu regretté de ne pas être autour de la table. Il a fallu malheureusement faire des choix, justement en raison aussi des contraintes sanitaires et Covid. Et évidemment, l'idéal, ça serait que tout le monde puisse s'exprimer, mais aussi des critères de représentativité politique et tout simplement d'accessibilité des locaux en période de Covid. Non, mais tout ça, je le comprends. Et pour preuve qu'on est capable d'assumer la majorité en cas d'élection, évidemment, au-delà du 27 juin, on a fait une charte des valeurs de programme et de gouvernance que vous pouvez voir sur notre site internet et qui s'adresse à tous les futurs élus le 27 juin. Et pourquoi pas aussi des élus socialistes, des élus insoumis. Oui, nous, vous rejoindre. Notre parti, c'est l'Ariège. C'est simple. Donc, tous les gens de bonne volonté qui vont venir avec nous pour faire une majorité, nous, voilà, on est ouverts et on a de très bonnes relations avec ces différentes formations politiques de l'Ariège. Juste vous dire quand même comment nous on fait campagne. Hein. Donc c'est une campagne effectivement sous crise Covid, mais la relation avec le citoyen est toujours possible. Les relations, nous on fait des réunions avec les maires et leurs conseillers municipaux parce que la jauge le permettait. On commence des réunions publiques à partir du 9 parce que la jauge est quand même plus large. On est sur les 65%, donc on s'est mieux calé. Et puis, évidemment, une campagne numérique aussi. Hein. C'est une vidéo par jour, les yeux dans les yeux, et c'est des publications, les rencontres avec les Ariégeois, on a appelé ça comme ça, hein, une publication par jour sur une thématique particulière liée au conseil départemental. Donc c'est vrai que ça complexifie, mais c'est toujours possible avec un allègement le 9 juin qui nous permet vraiment de faire cette rencontre avec les concitoyens au-delà de rentrer dans leur maison. Et vous qui représentez justement cette majorité sortante qui règne depuis des années sur le département, vous entendez ce besoin exprimé là par Jérôme Mathéos de renouvellement ? Écoutez, c'est une période de respiration démocratique, donc que chacun s'exprime et puis on verra. Mais après, moi, je relève quelques mots avancés dans le bon sens. Je prouverai à tout le monde ici qu'on a avancé dans le bon sens. Je rappelle qu'on a passé une crise. On était les seuls à la gérer comme on l'a géré. Hein, et on a su agir, réagir. On a su être aux côtés des entreprises, on a su être aux côtés des Ariégeois. C'est une super prime en sortant, cette période Covid. Non, je ne dis pas ça, mais je dis qu'aujourd'hui, on est avec un bilan où on a été amené à réformer, parce qu'il y a eu des réformes, et des grandes réformes dans ce pays, et un bilan aussi sur la question de la crise sanitaire. Tout le monde sait qu'on a mis à disposition notre labo départemental pour la question des PCR. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on a mis en 3 jours, on a monté une plateforme pour aider à la vaccination, en particulier les prises de rendez-vous. Donc je crois qu'on a un bilan au-delà du bilan et des annonces qu'on avait faites. Et je dis, un bilan, c'est des promesses tenues. Et les Ariégeois, je pense, s'en souviendront. Alors, on va quitter le contexte politique et de la campagne pour s'intéresser aux enjeux de ces départementales. L'un d'entre eux est important, c'est la contrainte budgétaire. Vous l'avez évoqué, la crise, c'est aussi une crise sociale avec le poids du RSA qui augmente, une réforme de la fiscalité, les dépenses augmentent, les recettes stagnent, voire elles baissent. Comment agir dans un tel contexte ? C'est clair que, du coup, on n'a pas pu avoir les derniers chiffres, mais j'ai bien compris, d'après les informations qu'on filtrait quand même, qu'il y avait eu des baisses importantes des recettes de fonctionnement, une augmentation
des dépenses, que la capacité d'autofinancement, c'était un peu contrainte. Donc il y a certainement là, on traverse une période qui, pour toutes les collectivités, je pense, c'est pas seulement le département, est un peu compliquée et qui laisse beaucoup d'incertitudes, quoi. Ensuite, moi, je reste optimiste quand même parce que nous, on a repéré, parce qu'on a pu du coup travailler uniquement sur le compte administratif de 2019, mais on a repéré qu'il y avait sans doute certaines dépenses qui méritaient qu'on se penche dessus, et ça a été confirmé par les analyses produites notamment par la Chambre. Quelles dépenses que l'on pourrait rationaliser, limiter? Je pense, et c'est pas forcément une attaque directe, c'est que je pense qu'il y a des choses qui sont sorties des compétences du département depuis la loi Notré, et notamment les questions de développement économique. La loi NOTRe, c'est la loi sur la nouvelle organisation de la République. Oui, voilà. Oui, c'est des formations tâche pour nos on oublie téléspectateurs. Et quinquennat de François Hollande. Et bon, c'est à étudier plus précisément. Tout à fait, mais on a toujours contesté la perte de la partie économique. Monsieur Nérou avant moi, et on sait que c'est une difficulté. D'ailleurs, je rappelle que quand même, pendant cette période de crise, on a su nous remettre dans le domaine économique. Quand on nous a dit, quand le gouvernement est venu en nous disant il faut que vous alliez au Fonds national, nous on a dit pour aider les entreprises, on mettra le financement qui va pour passer la crise sur un fonds régional avec les intercommunalités, parce que 1 euro de l'Ariège doit revenir à l'Ariège et pas être dilué dans un grand fonds national dont on ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, à ce moment-là, on a su nous mettre sur la compétence économique, et nous, on a toujours dit qu'on irait aider nos entreprises. Par contre, on nous l'a retiré de la suite. région, la compétence économique qui est du Conseil régional. Non, mais nous, l'aide au développement économique, on a pu le faire parce qu'il y a eu un décret qui nous a autorisé tout d'un coup à être dans la compétence économique, parce qu'il fallait qu'on soit en solidarité. Et ça, je l'entends, et on l'a toujours défendu. Mais par contre, je rappelle qu'on nous l'a retiré de suite par opportunité. Jérôme Mathéo. Monsieur Mathéo, qui est en retard au niveau du temps de parole, vous-même, est-ce que vous avez pu étudier cette question des financements, du budget? Est-ce que vous avez Et plus précisément, Fabien Collin soulignait qu'il y a des dépenses qu'il faudrait peut-être réviser, expertiser. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des dépenses du Conseil départemental de l'Ariège qu'il faudrait revoir? Moi, j'ai amené le MAG 09, magazine que Mme Teki connaît, de fait, qui est le magazine d'information du Conseil départemental, qui est très bien fait, voilà, et que tous les citoyens ariégeois... Non, mais à une époque, j'ai travaillé dans un service... la transparence, c'est clair. clairement présenté, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre le budget du département et qu'il n'y ait aucune question. Qui est là, voilà. Donc, je ne sais pas si les téléspectateurs s'en souviendront. Peut-être vous pouvez nous en parler, c'est vrai qu'on ne le verra pas très bien voilà. à l'image. Donc, le premier poste de dépense du département, c'est le RSA, voilà. C'est 46,6 millions d'euros. C'est 3 fois le budget pour les collèges. C'est 3 fois le budget pour l'entretien des routes. C'est une compétence législative. C'est qu'effectivement, ça a été créé par l'État. Mais sur la gestion du RSA, ça, c'est une compétence départementale. Et nous, on a vu que c'était la dépense principale du département. Alors nous, évidemment, on veut mettre un peu d'ordre dans le RSA. Mais mettre un peu d'ordre dans le RSA, c'est pas supprimer le RSA, parce que ça, de toute façon, c'est du domaine de la Il faudrait une loi, vous pouvez pas le faire. Et de toute façon, c'est pas du tout notre intention. Nous, on considère que le RSA est une allocation qui, évidemment, doit être maintenue, mais de manière temporaire, et évidemment, aider le plus vite possible les allocataires du RSA à retrouver un emploi. Voilà. Et on veut, évidemment, diminuer ce nombre d'allocataires, et les crédits dégagés, on veut les remettre sur d'autres dépenses. Voilà, on ne veut pas faire des coupes sombres dans le budget du département, c'est pas ça. On veut continuer sur les dépenses sociales, mais pour les personnes âgées, les personnes handicapées, s'occuper aussi de l'entretien des routes. Voilà, c'est donc pour si ça on qu'on comprend bien, par rapport au RSA, ce qui manque, c'est le A d'activité. Le département n'accompagne pas assez le retour à l'activité. Ils ont l'association Accor, ils ont commencé à faire des choses. Bon. Alors, je vais quand même expliquer. C'est que l'insertion, on a fait un travail spécifique par le biais de commissions prospectives. Alors, non, on n'est pas en train de faire des économies sur la misère. On est en train de faire un constat qu'il y a une nécessité de réorienter la question du retour à l'emploi. Pourquoi ? L'accompagnement social, on le fera et on le fait toujours. Et vous le savez, donc l'association Accor a pris une partie du territoire ariégeois. Pourquoi ? Parce qu'on a fait aussi le constat
que certaines personnes restaient durablement dans la précarité, donc privées d'emploi durablement. Ce qu'on avait demandé à notre ancien prestataire, qui s'appelait les maisons de la solidarité, dont je dis que des fois c'est des maisons de la précarité, quand on voit que 15 ans après, des personnes sont toujours en situation privée d'emploi, il faut réorienter. Moi, j'ai dit très simplement, accompagnement social, ça c'est notre engagement, bien entendu, et quand on arrive à l'employabilité, un croisement et une mise en situation avec les entreprises. Alors, on a fait 2 choses. On a mis en place des contrats aidés 100% Ariège, et 2, des clauses d'insertion qui sont des leviers au retour à l'emploi. Fabien Collin, sur l'action sociale du département, est-ce qu'effectivement c'est satisfaisant? Est-ce que ce n'est pas juste donner de l'argent? Est-ce que l'accompagnement est au rendez-vous? Sur la question de l'accompagnement, visiblement, c'est pas les retours. Déjà, c'est pas les retours qu'on a forcément du terrain, où il y a un sentiment de chasse aux pauvres, clairement, qui ressort des discussions qu'on a pu avoir avec les principaux concernés. Après, il y a aussi une réalité, c'est que, de toute manière, le territoire de l'Ariège est un territoire difficile au regard de l'emploi, qu'il y a nettement plus de personnes sans activité que d'offres d'emploi, même si l'on en croit les études qui sortent de Pôle emploi ou d'Ariège et qui sont reprises d'ailleurs dans certains documents du conseil départemental. Et puis c'est aussi peut-être qu'il y a une marge de manœuvre à étudier, parce que là on a la Chambre régionale des comptes qui nous dit quand même que par rapport, si on compare aux autres départements, la part consacrée, si vous voulez, à l'insertion, qui en fait est calculée par rapport à ce qu'on dépense pour le RSA, elle est 2 fois moindre que ce qui se fait dans les autres départements. C'est-à-dire qu'on est à 3,5% de ce qu'on dépense en RSA, aide directe, pour les trucs d'insertion, donc accords et d'autres actions comme ça, alors que la moyenne est plutôt autour de 7%. Il y a un problème de coordination. Pour qu'on fasse l'insertion et du retour à l'emploi, et pas de venir piétiner avec le collectif Kafka pour interdire qu'on fasse ce retour à l'emploi qui est naturel. Après, avec les chiffres, moi je ne suis pas populiste, il y a 15 000 demandeurs d'emploi, il y a 500 emplois en file active, 6 500 bénéficiaires du RSA. Évidemment, quand on fait la différence, ça fait 14 500. C'est un peu difficile pour vous. Vous êtes forcément en position d'accusé, vous êtes la sortante, c'est normal. J'allais dire, vous êtes payé pour. Mais par contre, on va donner la parole par rapport à nos contraintes de temps de parole. On va donner la parole à Jérôme Mathios. Par rapport, effectivement, à une trajectoire budgétaire 2022-2025, vous avez annoncé un certain nombre de dépenses, notamment sur les routes, 78 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a un problème avec les routes en Ariège? Oui, il y a des problèmes. Déjà, il y a les routes qui sont, ce qu'on appelle les routes Tour de France et les routes non Tour de France. Donc le Tour de France, c'est super, on est pour, évidemment, mais il ne faut pas oublier l'entretien des routes qui ne sont pas concernées par les tracés du Tour de France, notamment dans la Riselaise. Oui. Il y a un petit déficit là d'entretien dans la Riselaise. Fabien Collin, je pense, ne me contredira pas sur ce point. Nous, on a un projet structurant sur l'aménagement de la départementale 117, qui, pour faire simple, relie l'Est et l'Ouest du département. Parce que, si vous ne connaissez pas le département, la RN 20, la 20 coupe le département du nord au sud en 2. Mais par contre, la départementale 117 entre La Velanée et Saint-Giron via Foix, pour ceux qui l'utilisent tous les jours pour aller au travail, pour les touristes qui sont en camping-car, c'est très loin d'être pratique à utiliser. On veut sécuriser et l'aménager pour les pistes cyclables, pour les travailleurs, pour les agriculteurs, parce que les agriculteurs utilisent aussi cette départementale-là sur certaines sections. Voilà, donc là, on a une priorité là-dessus. Et on veut aussi faire avancer de manière active ce qu'on appelle le désenclavement nord de Saint-Giron. Voilà. Parce que justement, cette départementale 117, c'est un problème récurrent. On dit souvent qu'effectivement, elle n'est pas assez rapide. En tout cas, elle contribue à l'enclavement de Saint-Giron. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Quel type d'aménagement est-ce qu'on pourrait y procéder? Il faut évidemment étudier ça de manière évidemment très sérieuse et évidemment budgétisée, parce que tout a un coût, mais on veut mettre des portions de 2 fois 2 voies quand ça sera nécessaire, faire des déviations de certaines communes qu'il y a à faire. Il y a tous les aménagements qu'on peut, et sécuriser évidemment les carrefours qui sont dangereux, parce que c'est une route très dangereuse et les 80 km/h ne sont pas respectés
je comprends ceux qui ne respectent pas les 80 km/h. Et justement, il faut. Alors Et oui. justement, Et oui, parce que aller à Saint-Giron et honnêtement. alors concernant les routes justement, est-ce que vous seriez pour un retour aux 90 km/h? On peut citer les exemples du Tarn et de l'Aveyron qui y sont revenus. Vous, quelle serait votre position par rapport Alors à ça? nous, on a étudié la question. La loi permet effectivement de revenir sur les 80 km/h en passant à 90 km/h, mais ça, vu le nombre de contraintes et de normes à mettre en place, honnêtement, c'est impossible de le décider sur tout le département. Il faut être lucide et réaliste. Et de toute façon, il y a des routes du département où on ne peut pas rouler à 90 km/h, c'est trop dangereux. Fabien Collin, vous êtes C'est d'accord votre sur avis ces 90 km/h qu'on ne peut pas remettre dans l'Ariège? Bon, je pense que comme tout c'est toujours un peu difficile au démarrage, les changements, quoi. Mais j'ai pas de... Je pense que ça mérite plus de temps pour étudier. C'est-à-dire que là, on est rentré dans une phase il faudra expérimenter, mesurer les conséquences concrètes sur les portions de voies qui sont passées à 80 km/h avant de tirer des conclusions. Et donc là, actuellement, moi, j'avoue que moi-même, en tant qu'utilisateur de la route, parfois, je ne sais plus trop... Si la gendarmerie, la maréchaussée nous regarde, vous allez être pisté. Hein. Donc, Attention il à ce faut que bien vous dites. surveiller les panneaux parce que 80, 90, je pense que ça crée beaucoup de confusion en fait pour les gens et que ça mériterait d'être réfléchi plus sérieusement parce que là pour l'instant c'est pas très clair. Bon, malheureusement, la vitesse mène parfois à l'hôpital. Et justement, dans vos programmes, vous parlez des déserts médicaux. Alors, parmi les solutions, il y a le fait de recruter des médecins salariés. Est-ce que pour vous, c'est une vraie et une bonne option de recruter des médecins? Moi, si Les salariés. Si je peux réagir, il y a un département qui l'a fait il n'y a pas très longtemps, là, c'est la Saône-et-Loire. Absolument. Et c'est pas un département de gauchistes, hein, puisque c'est des gens qui sont plutôt à droite. Et d'après, en tout cas, les informations qui sont transmises par ce conseil départemental, c'est quand même intéressant, puisque après 3 ans de fonctionnement, on a 6 centres de santé départementaux, on a 21 antennes pour rayonner autour. Il y a 60 médecins, je crois, environ 60 médecins aujourd'hui en activité. Alors, même si on ne peut pas calquer la Saône-et-Loire sur l'Ariège parce que c'est pas le même budget, c'est 2,4 fois plus, je crois. Et on peut peut-être, en tout cas, se pencher sérieusement sur cette possibilité pour l'Ariège parce que malheureusement, l'Ariège est un département lourdement touché par ces problèmes de désertification On peut médicale. citer effectivement un exemple concret, celui des cabanes où il y a 2 médecins en partance qui ont du mal à être remplacés. Est-ce que l'argent c'est le seul problème ou il y a Mais non, il y a un problème. C'est d'attractivité très difficile pour les praticiens d'exercer dans ces conditions. On traverse une période de changement de génération. J'en sais quelque chose, je suis un fils de médecin. Il y a un changement de génération. On a des générations qui étaient prêtes à bosser 12, 14 heures par jour dans des conditions très difficiles, aller chez les gens et tout, même en territoires ruraux. C'est normal, la sociologie médicale évolue. Et donc, je pense que ça peut être une solution pour améliorer les conditions de travail et donc pour améliorer l'attractivité de l'Ariège pour les médecins. Christine Tecky, Coran Delga, socialiste comme vous, à la région, envisage de recruter des écoutez, médecins. Est-ce que vous allez faire pareil au conseil Oui, départemental? nous, d'abord, premier principe qui nous paraît essentiel, c'est de conserver bien le lien fort qu'il y a entre la médecine de ville et l'hôpital. Pourquoi ? Pour qu'on n'ait pas, à un moment donné, une rupture et que les médecins aillent adresser vers d'autres hôpitaux. Donc, on tient, si le plateau technique répond, d'être bien sur nos hôpitaux ariégeois et de les conforter. Donc, on fait 3 propositions. L'une qui est déjà en place, c'est en investissement, aller sur les maisons pluridisciplinaires de santé, maisons médicales, sur l'investissement. Et puis, 2 choses sur le recrutement des médecins. La première, c'est de recruter par l'hôpital pivot pour garder ce lien des médecins. C'est en cours avec le Chiva, avec 2 postes, et de les mettre à disposition par temps partiel, puisqu'il y a un décret qui est sorti et qui le permet sur les territoires en désertification. Et deuxième chose, on ira sur le déficit sur les centres locaux à hauteur de 20 000 € par médecin, recrutés directement par les collectivités. Voilà, On vous a c'est entendu. Peut-être un mot, Jérôme Mathéo, si vous avez des propositions Sur le aussi même par sujet. rapport au domaine de la santé. Ah bien sûr, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'étais directeur adjoint du Chiva il y a quelques années. Donc ce problème de pénurie de médecins, on l'avait déjà entre 2006 et 2008. D'abord pour les spécialistes, maintenant c'est les généralistes et même les dentistes, enfin bon, qui se considèrent comme spécialistes, mais
Voilà, il faut savoir que déjà, on manquait déjà de médecins à l'époque. Nous, les solutions, elles existent. Il faut que le département soit plus attractif pour que les médecins viennent en Ariège. Et quand je dis les médecins, c'est le médecin, le conjoint, les enfants. Et donc, il faut aider à l'installation des médecins. Donc, les maisons de santé, c'est une bonne chose, mais s'il n'y a pas de médecin dedans, ça ne sert à rien. Il faut trouver un emploi pour le conjoint. Il faut aider à leur installation physique, donc trouver des logements, et aussi assurer la garde des enfants. Ça, c'est des choses, vraiment des besoins primaires que l'on a tous. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le modèle du salon d'agriculture, avoir un stand de l'Ariège dans les principaux salons médicaux professionnels à Paris, voire même en dehors des frontières. C'est pas un peu gadget, parce que le problème, c'est que parfois les médecins ne sont pas au rendez-vous, ils n'ont pas envie forcément de pratiquer, même on leur met sur la table de 6 500 € par mois, ils disent ça ne m'intéresse pas. Ah non, il faut aller les chercher. Il faut aussi aller chercher les futurs médecins à la sortie des facultés de médecine. Et s'il faut aussi utiliser des cabinets de chasseurs de tête. Hein. Ça existe. Nous, au Chiva, à l'époque, on s'était posé la question. Voilà. C'est sur ce volet médical que l'on se dirige tout doucement vers la fin de l'émission, la fin du débat, avec la partie conclusion. Vous avez la parole, vous allez la garder, hein, Jérôme Mathéos, puisque c'est vous qui avez le mot de la fin. Donc, je m'adresse là. Donc, je voulais m'adresser donc aux électrices et aux électeurs ariégeoises et ariégeois. Donc, je voulais leur poser 4 questions. Trouvez-vous normal que le département dépense plus pour le RSA que pour les personnes âgées et les personnes handicapées ? Trouvez-vous normal que le département ne crée pas plus d'emplois non délocalisables ? Trouvez-vous normal que le département soit aux mains des 7 mêmes familles depuis des décennies ? Et trouvez-vous normal que le département n'utilise pas plus ses ressources naturelles que sont l'eau et le bois ? Moi, les réponses que j'ai à donner, c'est qu'ADN Ariège, c'est plus de justice sociale. ADN Ariège, c'est plus de respiration démocratique et de renouveau. ADN Ariège, c'est plus d'attractivité. Et ADN Ariège, c'est... Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mathéos. Peut-être qu'on peut passer ensuite à Madame Tecky. Vous avez été désignée en deuxième pour exprimer cette conclusion. Mais écoutez, Ariège, notre avenir commun, c'est un engagement pour demain, c'est sortir vite et bien de cette crise. Et bien, très bien, et vite, très vite. Avec 4 piliers qui sont relancer, amplifier, innover et protéger. Alors, relancer ce qui un temps a été suspendu par la crise, les rencontres avec les Ariégeois, les yeux dans les yeux, et je pense que tout le monde en a besoin, la vie associative, la vie culturelle, la vie économique et l'emploi, puisque c'est un des piliers très importants pour nous. Et puis amplifier nos investissements, parce que c'est par là que ça sera un levier de l'économie et du soutien à l'emploi. Et puis innover, parce que la fibre, le très haut débit, qui est le plus gros projet du département, hein, qu'on a service public du département. Je rappelle qu'on a fait 4 services publics pendant cette période, les aérodromes, les stations de ski, le très haut débit. Voilà, on va rester sur le très haut débit parce que ça passe vite, il faut aller sur Monsieur Collin. Protéger, j'ai pas fini, et protéger du plus jeune âge jusqu'à la fin. Monsieur Collin, peut-être pour finir. À vous. Moi, j'ai envie de dire aux téléspectateurs et téléspectatrices qu'avec Ariège Populaire, nous avons construit un projet vraiment humaniste, solidaire, et qui place la question de l'écologie au cœur de ses préoccupations, avec le souhait vraiment profond de transformer les pratiques politiques. On a rassemblé des experts ordinaires, des gens qui sont sur le terrain, qui sont sociologiquement représentatifs de la population en Ariège. Et nous avons la ferme intention d'innover en matière politique et dans la gestion du département. Voilà. C'est la fin de ce débat. Vous pouvez le revoir sur notre site internet. Bon retour à Foix, Geoffrey. Merci beaucoup. Attention sur la route, hein, c'est bien 80 km/h encore. Encore pour France 3, la chaîne des départementales et des régionales. Pour les départementales, 8 débats pour les 8 départements de l'ex-région Midi-Pyrénées. Pour les régionales, c'est 90 minutes. Mercredi, avec tous les candidats en direct de Mirepoix. L'Ariège, une nouvelle fois en tête d'affiche. Bonne soirée et à très bientôt.